Jérôme, le temps qu'on t'a commandé pour ton séjour dans les Je Landes. ne saurais comment te remercier. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que là, les conditions sont juste parfaites, pas trop chaud, une belle lumière, et puis un décor absolument fantastique là, dans cette forêt landaise. C'est hyper ressourçant en fait. Ouais. Moi, je trouve que c'est le terme qu'on devrait donner aux Landes. Le terme de ressources. Ouais, la terre ressourçante. Ouais. Donc toi, tu connais bien la région. Tu es de quelle partie du département? Alors moi, je suis originaire plus du sud et j'habite du coup à Aunès depuis 2009. Voilà, puisque Arnaud, mon mari, est agriculteur et a repris les terres de ses parents. Et donc la chambre d'hôte où je vais séjourner, elle se trouve aussi sur le terrain, sur la propriété? Oui, on a donc cette maison, on l'a ouverte sur notre terrain familial. Donc tu vas vivre au milieu de nous tous. Ok. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver et merci de votre fidélité à nos échappées belles. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener dans le département des Landes, le deuxième plus vaste du pays. Un espace naturel remarquable et préservé, idéal pour la randonnée, le surf ou encore le cyclotourisme, entre océan et dunes ou encore lacs et forêts. Ah, sympa. On est bien là. Et oui, bienvenue au phare de Contis. Ouais, l'original avec cette spirale là, noire. Oui. Voilà, à l'origine, quand il a été créé, il était tout blanc. Ouais. Et donc, ils ont décidé de créer cette spirale noire pour être visible plutôt de jour. Ah oui, d'accord, oui. C'est le seul phare donc, des Landes entre le Cap Ferré et Biarritz. Ok. Tu n'en trouveras pas d'autres. Une belle perspective à chaque fois, hein, dans ces escaliers en colimaçon là. Ouais. Ah, dis donc, la lentille est directement là, dis donc. C'est plutôt rare. Oui. Elle est belle. Magnifique. Mais dehors, ça sera encore plus joli. Ouais. Regarde le panorama landais, Oh, aïe, 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 aïe. forêt-mer. C'est à perte de vue, hein. Tu peux voir jusqu'à l'Espagne. On voit même des contreforts des Pyrénées là-bas, non? Tout à fait. C'est la plus grande forêt européenne artificielle. Et du coup, ces pins ont été plantés afin de pouvoir assainir le sol. Ok. Ce que j'aime bien dans le département des Landes, c'est que c'est comme un drapeau à trois couleurs en fait. Il y a une grande bande verte, une fine bande jaune et une grande bande bleue. Et c'est la forêt, la plage et l'océan. Bon, Jérôme, dis-moi, c'est quoi ton programme du séjour dans les Landes? Je vais arpenter une partie du territoire, je ne pourrais pas tout faire parce que c'est vaste. Hein. J'ai envie de rencontrer évidemment les Landais ou ceux qui résident ici et comprendre leur attachement à ce territoire, leur rapport notamment à cet environnement très nature, que ce soit la forêt, que ce soit l'océan. Et je sais aussi que beaucoup de la jeune génération revient à un moment donné s'installer ici et mettre en avant le territoire. On est accrochés, comme les racines des pins, quoi. Exactement. On est ancrés à notre territoire. Vous n'êtes pas artificiel, heureusement. La première chose qui est marquante ici, c'est cette nature exceptionnelle. Où qu'on soit, on a la nature à sa porte. Jérôme Pitorin se met au vert. Alors, je t'emmène dans une forêt enchantée. L'objectif, c'est d'amener les gens, les visiteurs, à être immergés dans la nature. Ça amène à voir ce territoire vraiment de manière différente et atypique. Et chaque œuvre a son message, chaque œuvre fait passer son récit par rapport à ce territoire. Dans les Landes, c'est vrai qu'on profite ici d'un cadre qui est juste fabuleux entre la forêt de pins maritimes et le cordon dunaire et la plage juste à côté. il va de découverte en surprise. Bon, prêt pour l'aventure? Oui, c'est ça. On arrive dans un endroit qui est magnifique. Oh. C'est la porte d'entrée d'un nouveau monde. Là. C'est vrai que les Landes, ça a son lot de surprises. Hein. Un trésor. Là, tu vois, ça, c'est quelque chose de très joli. Sous haute protection. Donc le but aujourd'hui, c'est de ramasser surtout tout ce qui est microplastique. Ouh là là, 4,30 kg de déchets. Et une culture. Ah, c'est la fête. Et donc là, on a une fête autour de l'Armagnac en fête. Donc c'est tous les producteurs un petit peu locaux qui viennent présenter leurs produits. Et, Magnifique.
qui se dégustent. Je te propose de déguster un millésime un peu mythique qui est le millésime 2000. Et Jérôme, si on continue tout au fond là-bas, il y a un petit restaurant où tu peux manger des huîtres. Ah, je crois que tu as compris qui j'étais. C'est chouette ce petit marché là sous les platanes, c'est très sympa. Oui, c'est une belle place et très sympathique. C'est l'endroit où tu viens faire de temps en temps tes emplettes? Oui, et ce que j'aime particulièrement, moi, c'est le fromage. Est-ce que toi, t'aimes ça? Ouais, j'adore ça, oui. Donc, est-ce que ça te dirait qu'on aille en acheter pour le repas de ce soir? D'accord, avec plaisir. Ok. C'est une halte intéressée en fait. Ouais, je suis assez gourmande. Il y a une belle étale, hein. Ouais, t'as vu ça? Et bonjour! Et bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Tu sais ce que tu vas prendre? Bah, bien sûr, on va rester quand même dans le terroir, donc on va prendre un brebis. Et ensuite, je vais prendre celui au piment d'Espelette. Ça, je pense que c'est... on est très local. Ouais, c'est pas très loin, c'est pas très loin. Si tu veux, on peut s'arrêter là. C'est un monsieur qui fait des photos des Landes autrefois. Ah. Regarde. Ah ouais, déjà, oui. L'architecture landaise, on la reconnaît. Et regarde, c'est le village où tu vas dormir ce soir. Ah, c'est chez toi là-bas? Ouais, à Aunès. Ah, il y a des échassiers là. Oui. Mais autrefois, ça servait bien de monter sur les échasses. Oui. Vu les terres humides qu'on avait, ça permettait à nos bergers de surveiller leur troupeau. Voilà, sans avoir les pieds dans l'eau, dans le marais. Il y a de l'animation sur le marché, dis donc. Oui, tu as vu, c'est un groupe folklorique de Morsinx qui s'appelle les Cigaloun. Ils font des danses sur échasse. Bonjour, félicitations. Hein. Merci. C'était top. C'est très agréable de voir le folklore, la tradition bien vivante. Et puis à toutes les générations surtout, ça c'est génial. C'est surtout qu'avec nos jeunes, ils peuvent perpétuer cette tradition, qu'on aime cette culture, qu'on partage dans les Landes, en France et à l'étranger également. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment fort pour nous de transmettre tout ceci. Oui. À quelle période les échassiers, c'est pas facile à dire, hein, ont arrêté de pratiquer leur métier avec cet accessoire? Une fois qu'il y a eu toute la plantation des pins a été faite, il y a eu moins de marécage, donc il y a beaucoup moins besoin de surveiller de loin le troupeau. Et vous voulez essayer? Ah ben si vous voulez. Allez Jérôme, je compte sur toi. Allez, on monte. Allez, on va de l'ensoir. Super Jérôme. Si vous me lâchez, vous restez tout près. Hein. Bon Jérôme, comment on se sent sur des échasses? Heureusement que je les tiens, sinon ils tomberaient ces gens-là. Je garde une main, on essaye? Ouais. Hop là, bisous. Et on est à côté, c'est bon. On continue, c'est très bien. Hop là. J'aurais pas dû essayer le saut périlleux arrière. C'était une mauvaise idée en fait. Bravo, hein, vous êtes des acrobates. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Ouais, bon, vous êtes gentils, vous êtes indulgents. Il se lâche en arrière? Ah non. Ah non. Il faut que tu te lâches en arrière. Waouh! Ouais. Merci beaucoup. Magnifique. La chute est plus douce. Hein. Bravo à vous. Longue vie à votre groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais faire du vélo. Ça, je tiens à peu près l'équilibre. Hein. Je vais essayer. Merci à vous. Merci.
quand tu es ici avec le courant, tu vas te dériver là-bas. Et puis quand ça va continuer, tu bien finir tes vagues. Le jour se lève à peine sur cette plage de Seignos. Et Margot est déjà à l'entraînement. Originaire des Landes, la jeune athlète de 17 ans surfe depuis ses 10 ans, coachée par son père, passionné de glisse lui aussi. Il était bien ce virage? Ouais. Oui, il était bien. Je me sens plutôt en forme et il y a des bonnes vagues, donc c'est cool. Dans quelques minutes, elle se lancera pour le premier tour des championnats de France de surf, en shortboard, la discipline reine. L'événement le plus important de l'année dans l'Hexagone attire des surfeurs de toute la France, mais également de nombreux touristes. Je suis venu ici pour surfer, pour le calme, pour la douceur de vivre. Donc ce matin, en venant surfer, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul dans l'eau, qu'il y avait les compétitions. J'étais agréablement surpris. Et donc avec mon fils, on vient voir la compétition. Il faut dire qu'avec ces kilomètres de plage de sable, les Landes, c'est un peu la Mecque du surf en Europe. Ici, il y a une spécificité, c'est le gouffre de Cabreton. C'est un canyon sous-marin en fait qui est très profond. Ça crée des vagues qui sont creuses, qui font des tubes. Ça donne les meilleures vagues. Et c'est parti pour cette série numéro 4. Les 3 surfeuses de la catégorie junior ont 20 minutes seulement pour prendre le plus de vagues. Là, je lui fais signe d'aller plus au nord. Le pic, il a un peu bougé et les vagues, elles sont plus du côté nord de la plage que tout à l'heure. Chaque vague est notée sur 10 et seuls les 2 meilleurs sont retenus pour la note finale. Première étape réussie, Margot remporte la série. C'est ma série d'échauffement, je ne suis pas hyper bien surfée, mais bon, ça ira mieux à la prochaine avec moins de stress. La vague de la rouge a été notée 4 points. Avec sa nature préservée et ses grands espaces, les Landes permettent de profiter d'une multitude d'activités tout au long de l'année. Allez les filles, on se met à cheval. N'oubliez pas de ressangler. C'est bon pour tout le monde ? Fabienne organise plusieurs fois par semaine des sorties à cheval avec les membres de son club. On est dans la forêt landaise à Labenne, entre Labenne-Bourg et Labenne-Océan. On profite d'avoir ce joli chemin pour aller entraîner les chevaux pour le sport. Si Fabienne est tombée amoureuse de la région il y a 40 ans, c'est pour son climat tempéré qui offre un terrain de jeu idéal pour les chevaux comme pour les cavaliers. Pour la balade équestre, les Landes, c'est vraiment très bien. Les chemins sont donc praticables vraiment à toutes les allures, ça c'est important. On peut faire du pas, du trot et du galop, ce qui n'est pas toujours le cas dans différentes régions de randonnée. Moi, je pratique depuis une vingtaine d'années et c'est vrai qu'on profite ici d'un cadre qui est juste fabuleux entre la forêt de pins maritimes et le cordon dunaire et la plage juste à côté. Hormis pendant la saison estivale, les plages landaises restent accessibles aux chevaux toute la journée pendant les quelques heures de marée basse. Ça va être une belle session là, le vent est plein ouest. Même les vagues, elles sont belles. Même les vagues. Sur une autre plage, celle de Mimizan, c'est justement au moment où l'océan se retire que Thierry et Benoît peuvent pratiquer leur activité peu commune dans les Landes. On est vraiment sur des gestes et des conditions qui sont exactement comme un bateau. La seule différence, c'est qu'on n'est pas sur l'eau. Cet engin est la plus petite catégorie des chars à voile, appelée aussi mini-yacht. Et puis là, tu pars où tu veux, côté Mimizan ou côté Contis. C'est parti, vas-y, tourne maintenant, voilà. Avec ses grosses roues et son envergure réduite, il permet aux novices de débuter en toute sécurité et d'atteindre une vitesse maximum de 45 km/h. De quoi avoir déjà de belles sensations.
troisième fois que je pratique le char à voile. C'est assez exceptionnel. Il y a des sensations de vitesse. Et puis voilà, je joue avec le vent. Je pratique le surf, pas mal d'activités. Souvent le vent, c'est pas forcément un allié, alors que là, on peut jouer avec. Et plus il y en a, mieux c'est. Donc c'est les journées comme ça, trop bien. C'est un sport qui est de nature, un sport où il n'y a pas de moteur, un sport où il faut soi-même réussir à trouver comment faire avancer cet engin. Du coup, les gens sont vraiment intéressés. Cet ancien champion de France de char à voile a commencé sur les plages normandes il y a 30 ans. Mais c'est finalement dans les Landes qu'il a décidé de s'installer pour partager sa passion. Le jour, comme aujourd'hui, on se retrouve avec un vent qui vient de l'océan, avec une plage extraordinairement lisse, ça devient très certainement l'une des plus belles plages de France pour pouvoir pratiquer le char à voile. Nous y voilà. Elles sont magnifiques ces bâtisses-là. Oh, tout en briques là. Bienvenue à Aunès. C'est charmant. Hein. Tu es sur l'aérial familial d'Arnaud, mon conjoint. C'est un hameau de maisons sur une parcelle arborée de chênes généralement. Ah oui, d'accord. Oui, tu as 10 hectares jusqu'en bas. Et puis voilà, donc toutes les bâtisses, c'est toute ta famille, ma maison, celle du beau-frère. Ok. La bergerie, puisque tu as des moutons sur l'aérial. Les bâtiments de travail d'Arnaud, qui est agriculteur. Tu as mes beaux-parents qui habitent juste derrière. La famille est proche. Ben, ce soir, tu dors du coup dans la famille. Dans la maison de mamie avant. De mamie, de la grand-mère. Ah, c'est une belle bâtisse aussi. C'est grand, hein, dis donc. Celle-là, du coup, c'était la maison où vivaient toutes les générations dedans. Tu sais, autrefois, c'était ça. Tu avais une maison et il y avait tout le monde dedans. Et elle date de quand, cette bâtisse? Alors, initialement, elle date de 1800. Et du coup, elle est entièrement rénovée. Donc, les briquettes rouges sont typiques d'ici. Vraiment, parce qu'il y avait des briqueteries autrefois dans les Landes. Donc, on est sur une propriété assez typique de la région. Bienvenue. Oh, un bel espace. Une grande maison. Ah, c'est grand, dis donc. Ouais, génial. On est ouvert depuis un peu plus d'1 an. Ouais. Et voilà, et tu es dans la chambre la plus prisée de mes touristes. Ouais, c'est sûr qu'il y a une terrasse comme ça, c'est vrai que c'est intéressant. Bon, bah écoute, je vais me changer parce que j'ai rendez-vous pour aller faire un petit tour sur le courant du Chai. Une belle balade à Léon. Ouais. Eh bien, très bien, à tout à l'heure. Merci, à plus ça tard. marche, merci à toi. Bon, Jérôme, ça va? Ça va très bien, je suis ravi d'être là. Bon, prêt pour l'aventure? Oui, c'est ça. Bon, attends, alors je vais caler le bateau et puis je vais te faire monter. Bon, je peux monter là si tu veux. Hein. Ouais, attention, hein, parce que le bateau il bouge pas mal. Hein. Barque à fond plat, tu vas voir, c'est pas très stable. Et tu vas venir t'asseoir ici. J'ai essayé les échasses, maintenant je peux tout faire. Hein. Ah oui, bah c'est bon. Au niveau de l'équilibre. Ouais, ouais. Ah, bah, j'imagine. Allez. Ah, c'est top, dis donc. Bon, mais allez, c'est parti. Hein. Go. Allez, feu. Donc, ben, le courant du Chai, petit fleuve. Un fleuve? Ouais, un fleuve. Donc, il part d'un lac, le lac de Léon, et il se jette dans l'océan Atlantique à Moliette. 9 petits kilomètres, 5 dans la forêt, 4 le long des dunes. Alors là, attention, ça va être un peu bas. Regarde cette aulne-là, le petit squat sous l'arbre. Hop là. C'est assez surprenant, hein, cette végétation un peu couchante qui fait comme une voûte végétale. Ça s'apparente un peu presque à une mangrove. C'est pas des palétuviers, mais c'est un peu le même principe, non? Ouais, alors là, en fait, tu es sur ce qu'on appelle une forêt-galerie.
Donc tu as des arbres qui ont les pieds dans l'eau ou qui sont au bord de l'eau. Et ces arbres ils viennent pousser au-dessus de l'eau et former voilà, cette espèce de voûte végétale. Ils sont couchés, ouais. Donc c'est dû à un phénomène qui s'appelle le phototropisme. Donc tu as l'arbre qui va venir chercher la lumière du soleil qui arrive par le haut et par le bas, parce que tu as une partie de la lumière qui va se refléter sur l'eau. Tac. Et ces arbres, ben, ils vont être amenés à tomber. Bah, celui-là, il est arraché. Hein. Voilà, ça tombe. Et ben, nous, les bateliers, notre mission aussi, c'est d'entretenir. C'est d'entretenir le courant, voilà. Donc régulièrement, on doit remonter le courant avec des scies, des sécateurs, des tronçonneuses et ouvrir un chemin. Voilà. Et nous, on est le seul courant qui est en réserve naturelle. Voilà, donc avec du coup une zone qui a été sanctuarisée où ben, tu ne peux pas naviguer avec ton propre bateau. D'accord, c'est un espace protégé quoi. C'est un espace protégé. Voilà, tu as un petit col vert là, qui a décollé. C'est vraiment super agréable. Hein. Alors là, on a quasiment un panneau interdiction d'avancer. Ouais, ils veulent pas qu'on passe, mais nous, on veut passer parce que tu vas voir que là, on arrive dans un endroit qui est magnifique. Oh. C'est la porte d'entrée d'un nouveau monde, là. Ah oui, la couleur là du feuillage, c'est fluo quasiment, ce orange. Mais là, c'est magnifique. T'as les cyprès chauves de Louisiane. Le cyprès chauve de Louisiane. Il n'est pas si chauve que ça. Hein. Mais il le sera dans quelques semaines. Là. Ok. Voilà, parce que c'est un conifère qui perd toutes ses aiguilles l'hiver, aiguilles caduques. Donc là, tu es dans la période où il est magnifique, parce que ses aiguilles commencent à roussir avant de tomber. Et c'est un arbre qui est arrivé ici parce qu'il a été planté par un monsieur qui s'appelait Monsieur Boulard, qui était un passionné de botanique, qui avait des propriétés forestières ici et qui a fait un arboretum au bord du courant. Ok. Et il avait acheté les graines des cyprès à l'exposition universelle de Paris, 1889. Ah, ouais. Donc là, les plus vieux cyprès, ils sont pleins d'avoir 150 ans, quoi. Et au pied de l'arbre, tu as un autre truc qui est assez surprenant, c'est ce qu'on appelle les pneumatophores. Ah oui, je vois, d'accord. Voilà. C'est ces racines aériennes là qui vont... Qui ressortent en fait. Qui vont ressortir de l'eau, voilà, qui permettent d'assurer les échanges gazeux. Alors les anciens, ils avaient beaucoup d'imagination, ils étaient un petit peu coquins, ils appelaient ces endroits les sièges des bonnes sœurs. Moi, je te fais pas un dessin. Voilà. Moi, je vois ça comme plutôt des petits néants. Je suis assez bluffé par ce que je vois. Je ne m'attendais pas à voir ce type d'arbre ici, en fait. Ah, ben c'est le voyage, hein. Le courant du Chet, c'est le voyage autour du monde. Hein. Tu vois, tout à l'heure, on était dans la forêt-galerie, ce qu'on appelle l'Amazonie landaise. Là, tu es arrivé dans le bayou. Et tu verras plus bas, on va partir en Afrique. Ah oui. Et on sera sur le Nil, quoi. D'accord. Donc voilà, tu as cette belle dune. Elle est haute, hein, dis donc. Ouais, elle est haute, elle fait une vingtaine de mètres de haut. Elle n'a pas toujours été aussi haute, hein. Sous Napoléon III. D'accord. On a relevé cette dune pour faire comme des digues, en fait, naturellement. Ouais, on a fait un obstacle pour casser l'effet du vent, pour fixer le sable qui a été fixé avec de l'Oya, là. Et ça a permis vraiment de protéger l'arrière-dune des effets du vent, quoi. Merci beaucoup Nicolas pour cette balade. Le paysage change constamment. On découvre des choses qu'on n'imaginerait pas ici. Je pense que si je faisais une petite vidéo comme ça, que je l'envoyais à quelqu'un qui ne sait pas où je suis, je pense que beaucoup de personnes diraient qu'on n'est pas en France, qu'on est dans un autre pays, sur un autre continent même. Donc je trouve ça très intéressant, très dépaysant. Merci à toi. Ben, c'est vrai que les Landes, ça a son lot de surprises. Hein. Ça va ouvrir quelques vitres pour voir comment elles sont. Depuis 30 ans, Jérôme est ostréiculteur à Osgore. Chaque jour ou presque, lorsque la marée est descendante, il vient faire l'entretien de son parc. Ce qui est important en fait, c'est la quantité de chair qu'il y a dans l'huître. Là tu vois, ça c'est quelque chose de très joli. Parce qu'elles sont bien charnues et elles ont un petit peu de blanc comme ça, donc ça c'est le gras, c'est pas de la laitance du tout.
Donc ça va partir à la dégustation et elles seront prêtes pour début de semaine prochaine. Si les huîtres d'Osgore sont réputées charnues et onctueuses avec un goût particulier de noisette, c'est parce qu'elles sont élevées dans un lac marin. La prolifération du phytoplancton assure une alimentation très riche aux huîtres, dont la croissance est accélérée par cette abondance de nourriture. Un cas unique en France. En 1876, Napoléon a décidé d'ouvrir le lac. Il a ouvert à la mer et c'est devenu un lac marin. De suite après, 40 ostréiculteurs sont venus s'installer ici. Et c'est là que l'ostréiculture est née dans les Landes. Beaucoup d'huîtres étaient vendues dans le secteur, surtout sur les vacanciers, les Parisiens qui venaient habiter ici. Pendant plus de 100 ans, la production d'huîtres sera l'une des principales économies d'Osgore. Aujourd'hui, il ne reste plus que 6 ostréiculteurs. Et c'est désormais les cabanes à huîtres ouvertes il y a 20 ans, de l'autre côté du lac, qui ont relancé l'activité. Et voici. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Les cabanes, ça nous a permis de nous en sortir parce qu'au moins on valorise notre produit et ça nous permet aussi de toucher notre clientèle. Quand on la fait déguster, c'est pas la même chose que quand on les vend sur le marché. Entre 80 et 100 000 personnes viennent chaque année déguster des huîtres dans les cabanes. Les cabanes du fond du lac font partie d'Osgore et du côté cool et agréable, surtout l'été. Les touristes peuvent venir déguster des huîtres. Ça recrée une ambiance comme celle qui existe depuis très longtemps à Arcachon. Au-delà de l'activité ostréicole, ce qui a fait la renommée d'Osgore et de son lac, ce sont ces magnifiques villas situées dans la Pinède. Dès le début du XXe siècle, Osgore a attiré les hommes de lettres qui, en 1923, ont obtenu la concession des terrains boisés de chaque côté du canal. C'est la naissance de la cité-jardin. Quand on se promène, c'est vraiment d'avoir cette perception de la nature en tout point de vue. On passe d'un endroit qui va être très urbanisé, très architecturé, à une ambiance de sous-bois. Et notamment sur le bord du canal, ici, on a vraiment cette impression très particulière où les maisons font corps avec la nature. Osgore est devenu un laboratoire d'idées pour une pléiade d'architectes qui se sont inspirés de l'architecture régionaliste. Jusqu'en 1950, plusieurs centaines de villas ont été construites, mêlant influence des maisons basques et fermes traditionnelles landaises. Vous savez qu'ici, en 1980, il y avait 18 pins. On se rend compte en fait que le jardin est aussi important que la construction elle-même. Ici, la villa Le Repos, villa remarquable de l'architecte Louis Lagrange, datant de 1929. Son propriétaire a accepté d'ouvrir les portes de son jardin à Kevin. Avec cette maison, on passe encore un cap. Là, ici, Louis Lagrange va proposer de mettre en évidence l'architecture landaise pour elle-même. Ça va passer par des détails décoratifs très singuliers. Il y a d'abord le pan de bois, ce quadrillage qui ici n'est d'ailleurs pas en bois, il est en ciment armé et il est peint de telle manière qu'il vous fait croire qu'on est là devant une maison rustique. Vous avez aussi les avant-toits qui débordent avec ce qu'on appelle des aisseliers qui sont travaillés. Louis Lagrange, il est allé chercher vraiment très loin pour donner à ce décor une authenticité alors que tous les matériaux sont tous sauf authentiques. Ma famille l'a acheté en 1954. Je m'en occupe depuis 1999. Et depuis toujours, je disais, je reprendrai un jour cette maison et pour laquelle j'avais une passion et pour laquelle j'ai toujours une passion. Très vite, Osgore est devenu le lieu de villégiature privilégié de la bourgeoisie bordelaise et parisienne. Avec le développement de son Sporting Casino, de son golf et de ses nombreux hôtels, elle a été surnommée la station des sports élégants. Osgore, c'est une ville d'eau. Tout ici n'est qu'eau, entre le lac, le canal, l'océan. Elle s'est construite autour de l'élément aquatique. On va avoir le front de mer, la place des Landais. L'idée, c'était vraiment d'aboutir au bain directement à partir d'une place aménagée sur la dune. À partir des années 50, les premiers surfeurs sont arrivés sur les plages landaises, amenant avec eux toute une culture tournée vers la glisse. On essaie de se ressentir et de se connecter ensemble, de choper cette glisse ensemble et se mettre à l'essence du sport collectif du V6, quoi.
Le V6, c'est cette pirogue polynésienne, une nouvelle pratique qui se développe depuis quelques années en France et ici à Osgore. Diego, le fondateur du club, est tombé amoureux de ce sport il y a 10 ans. Ouais, j'ai accroché, j'ai adoré le sport, quoi. Déjà ramer ici, sur le lac d'Osgore, mon mère, c'est déjà merveilleux. Puis c'est des copains, c'est un sport d'équipe, quoi. Si t'aimes pas les sports d'équipe, je crois que la pirogue, c'est pas pour toi. On partage la même passion ensemble, c'est ça qui est trippant, comme on dit. Cette discipline physique et technique demande beaucoup de coordination entre les membres de l'équipe. Là, celui qu'on entend, c'est le capitaine de la pirogue. Et il fait ce qu'on appelle le taré. Dans tous les 15 coups, entre 12 et 15 coups, il fait un petit cri pour changer de côté. Donc, toute l'équipe change de côté en même temps. Vite, on ensemble, synchro. Depuis 3 ans, la ville est jumelée avec une commune de l'île de Tahiti. Comme en Polynésie, Osgore cultive un certain art de vivre. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez les mains, ouvrez les yeux. Ok, homme environ 40 ans, inconscient. Ok, il ventile, je le mets en PLS. Bonjour. Hey, salut Jérôme! Je suis pas troublé. Bienvenue à Cabreton. Merci, salut Stéphanie. Sous le soleil, ça va? Oui, ça va, vous êtes en plein Là, exercice. on est en train de faire un petit exercice de sauvetage secourisme. Ce sont les gestes qui sauvent. Oui, exactement. Donc là, on simule une victime qui a été sortie de l'eau par les sauveteurs. Elle est inconsciente. Ça, c'est ton équipe? Oui, je fais la formation et l'évaluation avec des équipes Ok. de tous les nageurs sauveteurs des Landes. Et ensuite, je les suis quand ils sont dans les postes de secours. Ouais. Ouais. Et puis quand on voit les jolies plages des Landes, quand on sait combien elles sont fréquentées et appréciées, et notamment avec les sports nautiques comme les surfeurs qu'on peut voir ici, j'imagine que les accidents sont fréquents. Oui, il y a beaucoup d'activités, on fait beaucoup de prévention justement pour limiter les accidents. Et il y a un vrai travail au quotidien d'expliquer aux gens où est-ce qu'il faut qu'ils se baignent, pas qu'ils se baignent. Bon, il n'a pas l'air en forme. Bon, c'est parfait pour l'exercice. Franchement, je trouve que les gestes étaient bien, ça, vous n'avez pas perdu de temps, vous êtes hyper synchronisés. Je n'osais pas vous interrompre, donc je vous dis bonjour quand même. Et moi aussi, j'ai trouvé ça très très bien. On va refaire l'exercice, mais par contre, on va aller chercher une victime au large, on la ramène, on fait le bilan et les gestes de premier secours. Ça représente combien de sauveteurs en fait là sur le littoral landais? Ah, on a beaucoup de nageurs sauveteurs. On était à peu près 470 en 2025. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, et là, beaucoup, justement, c'est en présence des 24 nageurs professionnels. Donc, on a débuté une expérimentation unique en Europe, c'est-à-dire ils vont à la fois sillonner le littoral quand il fera beau, quand il y aura du monde, pour expliquer aux gens la particularité de notre océan. Comme tu le vois, il y a quand même pas mal de vagues. Et on va aller dans toutes les écoles des Landes. Pour développer notre programme Landes Terre de Sauveteurs. Si tu avais une consigne à donner, une seule. La consigne la plus importante, c'est celle qu'on répète tous les jours, c'est baignez-vous dans la zone de bain délimitée par 2 drapeaux bicolores jaune et rouge. C'est vraiment la consigne à respecter pour vraiment se baigner en toute sécurité. Bon, votre travail est précieux. Exactement. Merci, tout le monde doit vous remercier. C'est gentil. Donc là, ils vont faire un exercice où on va extraire une victime de l'eau. Allez, super. Donc là, ça y est, départ en intervention. C'est assez stressant parce qu'avec les vagues, on peut perdre de vue, tu sais, la victime. Et dès l'arrivée à la victime, elle va faire un tout premier bilan. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Répondez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, c'est un stade 3. On sait par exemple que la victime va être inconsciente. Donc on envoie un petit renfort, voire un deuxième renfort. La difficulté pour eux, ça va être de sortir la victime de l'eau et ils doivent aussi regarder les vagues et aussi souvent boucher les voies aériennes de la victime quand la vague arrive. Et alors, toi, tu es originaire de Cabreton? Alors, je ne suis pas née à Cabreton, je suis née à Mont-de-Marsan. Ah oui, donc et là... j'ai vécu dans un petit village à côté qui s'appelle Grenat-sur-Adour. Donc, je n'étais pas du tout destinée à être sur l'océan. Il n'y a pas vraiment la mer là-bas? Non. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mes parents ne m'amenaient jamais à l'océan parce qu'ils avaient trop peur. Et du coup, j'ai découvert l'océan à 15 ans. C'est très tard. Ouais. C'est très tard. Ouais. C'est drôle, hein?
Donc tu vois là, ils ont sorti la victime de l'eau et là, on transmet au SAMU l'état de la victime. Donc là, par exemple, si l'hélicoptère arrive, il y a des nageurs sauveteurs qui font fermer tous les parasols sur la plage. Enfin, il y a une vraie organisation pour que ce soit le plus sécurisé possible. Bon, c'est parfait, on va arrêter l'exercice. C'est assez impressionnant de voir la précision. On a l'impression que, que tout est calibré en fait. Hein. Bon, ce qui serait bien, c'est peut-être que tu apprennes à nager maintenant, non? Oui, c'est pas mal. Pour un maître nageur, c'est pas terrible. Alors on ne peut pas venir à Cabreton sans fouler l'estacade. C'est vraiment le symbole de Cabreton. L'estacade? Oui. Ce ponton alors? Exactement. Ce vieux ponton, j'imagine qu'il n'est pas tout jeune. Hein? Non, il date de... C'était sous Napoléon III, vers 1858. Ouais. Ça a été construit avec des perles. Ah ok. C'est très très joli. Regarde un petit peu les embruns, là, on dirait un brouillard. Ouais. C'est magnifique. Hein. Beau, hein. C'est charmant. Et pourquoi on appelle Cap-Breton d'ailleurs? Certains disent que c'était des pêcheurs de la Bretagne qui faisaient halte ici avant de remonter en Bretagne. Avant de mettre le cap sur la Bretagne. Ouais. Écoute, je t'emmène sur le seul port des Landes, c'est le port de Cabreton. Donc on n'est pas un peu cher quand même. C'est un port qui a au moins 700 ans. Ah oui. Et à l'époque, ils chassaient la baleine et ils pêchaient de la morue. Maintenant, bon, c'est un petit port, hein, tu vas voir, mais il y a 19 bateaux en fait professionnels de pêche. Ok. Ah oui, je vois. En effet, il y a un port de plaisance et un petit port de pêche. Ça reste petit. En fait, l'estacade, tu vois, la sortie du port, elle est très très technique en définitive. Parce qu'il y a un banc de sable et à chaque fois, il y a des horaires pour sortir, des horaires pour rentrer. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui connaissent bien l'océan. Alors, tu me parlais donc de ces pêcheurs qui traversaient l'Atlantique pour aller pêcher la morue, notamment ce qu'on appelait les Terre-Neuve à l'époque. Toi, tu as traversé l'Atlantique. Est-ce que tu peux m'en parler ? Oui, tout à fait, avec deux autres collègues de l'équipe de France de sauvetage, Flora Mancy et Alexandra Lux. Nous avons fait le pari de traverser cet océan en partant d'une île au Canada qui s'appelle l'île de Cape Breton, Cape Breton Island. Ah, le même nom ? Oui, il y a un Cape Breton. C'est un défi dingue. Mais comment vous avez venu cette idée ? Qu'est-ce qui a motivé ce projet en fait ? Eh bien, à la base, c'est une histoire personnelle puisque je suis tombée malade d'un cancer très jeune, à 28 ans. Oh là ouais. Et donc je me suis soignée, chimiothérapie, radiothérapie, opération. Et pendant ce temps-là, j'avais plusieurs personnes de mon entourage qui se battaient contre la maladie, elles aussi. Ouais. Et après chaque chimio, on se disait, toi tu feras quoi plus tard, comme tu vois, une espèce de carotte, en se disant, moi j'ai envie de faire ça, ça. Et moi, mon rêve, c'était de traverser un océan. Mais ça n'avait pas été fait dans le monde et je ne savais pas si c'était possible. Et du coup, les 5 personnes sont décédées. Et je me suis dit, si tu as un rêve, il faut le réaliser. Parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain. Peut-être que demain, ce sera à toi leur place. Et je pense que j'ai été animée pendant la traversée de cette envie de réussir pour moi, pour elle, pour plein de gens qui se battent contre la maladie. J'ai cette liberté sur la planche, en connexion vraiment avec l'océan. Ça te donne de la force en fait? Ça me donne beaucoup de force. C'est ça. Ah ouais, vraiment, on s'est relayés pour parcourir les 4830 km. Et on est arrivé exactement dans ce chenal. Après 54 jours de mer, on pleurait de joie. Il y avait du monde partout, il y avait 10 000 personnes. Ah ouais. C'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire. Et c'est aussi un message que je veux partager avec les gens qui sont malades. Accrochez-vous, croyez en vous. C'est difficile, hein, c'est des traitements, et la maladie, c'est des épreuves de longue distance, hein, vraiment. Parce qu'après, ça vaut le coup de se battre. Ça donne beaucoup d'espoir, en fait, ton parcours. Ouais. Et cette force dont tu as fait preuve, en fait. J'ai beaucoup d'admiration pour... C'est gentil. Bah ouais, pour tout ce que tu as accompli quand même. Merci pour cette leçon de vie en tout cas. Avec plaisir. Donc je vais te présenter Alexandra. Salut Alex. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais.
Je te présente Jérôme. Bonjour. Jérôme. Alexandra, ma partenaire de toutes les expéditions, elle m'a toujours suivie. Depuis 2009, l'Atlantique, le Cap Horn et le Pacifique la dernière. Donc, je vais avoir une formation accélérée, forcément. Ah ben là tu vas peut-être la prochaine expédition, tu viens avec nous. On va aller au bout du lac. Et encore, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et Jérôme, si on continue tout au fond là-bas, il y a un petit restaurant où tu peux manger des huîtres. Ah, je crois que tu sais me parler. Je crois que tu as compris qui j'étais. C'est une petite cabane au bout. Tu vois l'objectif? Ouais, ça va. On fait ça aux enfants, la carotte comme ça, mais ça va, vous n'allez pas me le faire à moi. Non, mais 18. Bon, le dernier arrivé paye sa douzaine? C'est ça. Je vous attends, hein, vous inquiétez pas. Et regarde, Ce matin, sur le port de Cap-Breton, Clément et les membres de son association se retrouvent pour un entraînement très spécial. Ils sont formés par une équipe de spécialistes anglais au sauvetage de mammifères marins pris dans un filet à la dérive. Quelques minutes de préparation et la simulation peut commencer. Je te passerai mon couteau pour couper, ok? La baleine est représentée par cette petite bouée jaune. Ok, j'envoie. Il faut d'abord s'accrocher au filet dans lesquels est pris le mammifère. Et y fixer plusieurs bouées afin de ralentir sa progression. Une fois la baleine stoppée, les sauveteurs vont alors pouvoir couper les morceaux de filet et la libérer. Il se débrouille très bien. Les conditions sont difficiles, mais oui, c'est vraiment bien. Hop, allez. Over. On se rend vraiment compte du coup de la force que ça peut avoir. Tout simplement, là, on est sur un bateau, donc j'imagine même pas sur une baleine. Et d'être vraiment dans l'élément, tous ces paramètres, la houle, le vent, enfin vraiment un matériel adapté, des protocoles très rigoureux. Ce sont des sauvetages qui sont périlleux et qui peuvent être dangereux pour l'humain. En plus du sauvetage, l'association Apex Cetacea organise des sorties d'observation des cétacés dans le golfe de Cap-Breton. Ce canyon sous-marin de plus de 340 km de long et allant jusqu'à 4500 mètres de profondeur est un véritable sanctuaire de la biodiversité, notamment pour les dauphins et les baleines. Dès qu'on sort en mer, on collecte des données. Donc ça peut être de la cartographie. On va essayer de comprendre pourquoi les animaux sont là, combien de temps ils restent là. On va également faire de la photo-identification. On va faire des prises acoustiques pour étudier les sons de ces animaux. Grâce à ces recherches, l'association sensibilise le public aux dangers auxquels font face ces animaux. Chaque année, dans le golfe de Gascogne, entre 8 000 et 11 000 dauphins sont capturés accidentellement dans les filets des bateaux de pêche. Ces filets font partie des déchets que Maude, ancienne championne de France de surf, retrouve régulièrement sur les plages des Landes. On est venu aujourd'hui pour ramasser des déchets avec l'association Save la Mermaid. Donc le but aujourd'hui, c'est de ramasser surtout tout ce qui est microplastique. Donc microplastique, c'est les petits plastiques qui sont plus petits que le poing d'une main sur la pollution plastique. Avec l'association qu'elle a créée, elle organise des journées de nettoyage et de sensibilisation à la pollution plastique. Tout est prévu, sacs et tamis pour filtrer le sable et ne rien laisser s'échapper. Vous faites autant de temps que vous voulez et après on passera à la pesée des déchets. Ça marche. À tout à l'heure, bonne récolte. Les gens viennent le temps qu'ils veulent. C'est vraiment de faire sa part de colibri le temps qu'on peut, que ce soit 20 minutes, 1 heure, 2 heures, et de ramasser le plus de déchets possible. La chasse au trésor peut commencer. En famille ou entre amis, tout le monde participe. Vas-y, montre-moi un peu tes trouvailles. Oh, t'imagines ça, le nombre de temps que ça a dû passer dans l'océan? Ah, et des microplastiques, t'en as ramassé pas mal aussi.
Ça, c'est typiquement le numéro 1 des ennemis de l'océan. C'est ce qu'on appelle les larmes de sirène. Donc c'est du plastique à état premier et les poissons, tous les cétacés, se retrouvent en fait les estomacs remplis de ces larmes de sirène qui pensent que c'est des fragments de méduse, quoi, en gros. Un énorme truc. Moi aussi j'ai trouvé ça. Des petits bouts de sirène. Et en 1 heure seulement, les sacs sont pleins. Le volume de déchets ramassés est impressionnant. Allez, venez, mettez tout là-dedans. Waouh, on a des choses là. Super. Allez, donc on va peser. Ah là là, je vais vous dire, là, ça, à mon avis, c'est lourd. Hein. À mon avis, vous avez bien ramassé. Ouh là là, 4,30 kg de déchets. Et ces actions ne s'arrêtent pas aux plages landaises. Chaque pesée est notée dans un carnet et les données sont remontées au niveau gouvernemental. La loi qui a été votée avec les couverts en plastique qui sont interdits aujourd'hui, c'est grâce à ces données qui remontent à force de trouver des quantités alarmantes en fait, de choses des fois jetables et utilisées une seule fois et qui se retrouvent dans l'océan pendant des milliers d'années. En 2024, l'association de Maude a ramassé 3 tonnes de déchets, dont 900 kilos de microplastiques. Et alors, qu'est-ce que tu m'emmènes découvrir dans cette jolie forêt landaise? Alors, je t'emmène dans une forêt enchantée qui s'appelle la forêt Paloma. C'est à la Palombe en gascon. Oui, d'accord. Voilà. Et en définitive, l'objectif de cette forêt, c'est d'amener les gens, les visiteurs, à être immergés dans la nature. Tu vois, je ne peux pas les emmener avec moi sur le bateau, en plein milieu de l'océan. Oui. Mais du coup, j'avais envie d'avoir un endroit comme ça, au contact de la nature. On a créé un concept immersif. On fait des ramassages de déchets, on fait des plantations d'arbres. Ah oui, ok. On fait pas mal donc de... la sensibilisation aussi. Exactement. D'activités pédagogiques liées à la forêt. Donc c'est vrai que ce soit l'océan ou la forêt, ce sont les 2 éléments piliers ici dans les Landes. Ah oui, c'est très important déjà pour la culture landaise, la forêt et l'océan. Mais pour moi, je pense que ça m'a vraiment apporté beaucoup de sérénité en fait dans le combat de la vie. Bonjour, alors bienvenue, on est ici dans la forêt Paloma et on va voir, si vous avez vu, il y a beaucoup d'arbres, c'est une très belle forêt. Mais tous ces arbres, ils ne sont pas tous pareils. Est-ce que vous savez comment on reconnaît les arbres? Qu'est-ce qui nous permet de les différencier? Bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. On ne va pas vous perturber, mais moi ça m'intéresse d'apprendre à reconnaître les arbres. Alors, est-ce que vous savez comment on reconnaît les arbres? Oui. Oui? Avec des feuilles. Les feuilles, en effet. Avec la forme. Avec la forme de l'arbre. Avec les fruits. Les fruits, c'est vrai. Les écorces. Les écorces, exactement. Alors, vous allez pouvoir vous mettre par équipe de 3. Et je vais vous donner des petits outils pour savoir les reconnaître. Et il faudra mettre le nom de l'arbre que vous aurez trouvé. Donc, ça faisait partie au départ quand tu as accepté d'acheter ce lieu et de le mettre à disposition finalement des gens pour qu'ils apprennent la forêt, de faire des ateliers comme ça. Tu visualisais ça dès le début? À chaque fois que ça a lieu, et quand je vois les enfants apprendre en s'amusant, je suis toujours vachement émue en fait, parce que je me dis, déjà moi j'aurais bien aimé apprendre comme ça quand ils avaient l'âge. Et puis c'est chouette, et je pense que nos futurs gardiens, c'est eux. Et en fait, si on arrive à leur faire apprendre plein de choses, ils vont protéger nos forêts en fait. Oui, exactement. Peut-être pouvoir venir avec les garçons. Avec plaisir. Là. Vous pouvez le faire avec Jérôme peut-être. Allez, je reviens dans votre équipe. Mathias, vous le faites avec Jérôme pour lui expliquer? Alors. J'ai trouvé une chêne-liège. C'est ça, chêne-liège? Voyons, tu peux aller regarder, comparer? Va vérifier. Avec la photo, ouais. Ouais, voilà. Voyons. Est-ce que ça ressemble là, les enfants? Oui, c'est un épi. Où est-ce qu'il est le chêne-liège? Ah, voilà. Ouais, dis donc, t'es fort, hein? Chêne-liège, exact. Donc vous l'avez noté, chêne-liège, avec la lettre A. C'est A, tu vois. Tu sais ce que c'est le liège? Est-ce que tu as déjà vu du liège? C'est quoi? C'est l'écorce. C'est l'écorce, ouais, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette écorce?
on peut faire des casquettes et un bouchon de bière. Exactement. De bouteilles de vin, par exemple. Ouais. Vous savez qu'on fait les petites boules du baby-foot aussi, avec du liège. Oh là là, super. Voilà. On fait aussi des porte-monnaies maintenant, on fait plein de choses avec du liège. Allez. Vous avez vu l'épaisseur de l'écorce un peu là? Maintenant, ici, vous avez trouvé. Jérôme, qu'est-ce que c'était comme arbre ici? Là, c'était un séquoia. Alors, les enfants, qu'est-ce que c'est? Un chêne comment? Liège. Ouais, c'est ça. Bravo. Maintenant, on va aller Exactement. voir l'arbre à côté là-bas. Ah, très bien. Un autre chêne. L'arbre B. Là, ici, sur cette portion de forêt, c'est pas vraiment représentatif de la forêt des Landes. Non. Hein, parce qu'il y a plein d'essences, surtout des feuillus ici. Hein. Oui, tout à fait. Ça fait penser un peu comme une forêt primaire. Tu sais, Oui. avec beaucoup d'essence qui s'est développée un peu. Rien à voir avec la forêt artificielle des Landes qui est très connue. On n'imaginerait pas les Landes sans arbres, notamment sans ce pin maritime emblématique. Ouais. Aujourd'hui, quelle est l'exploitation faite du bois, notamment, de ces arbres? Alors au début, il y avait effectivement le gémage. À l'époque, Ouais. tu sais, ils mettaient, On saignait l'arbre, ils mettaient un peu, et puis pour récupérer la résine. Pour faire la résine, pour faire la térébenthine, etc. Et puis là, maintenant, c'est du bois qui est traité, mais aussi il y a de la pâte à bois qui sert Faire le papier, à oui, faire le notamment. papier, Ouais. du dentifrice. Il y a plein de produits aujourd'hui qui utilisent le pain, en définitive. Ouais. Quel est ton lien avec cet environnement, toi? Est-ce que, enfant, tu aimais venir te promener dans les bois? Parce que tu m'as dit que tu étais de Mont-de-Marsan aux alentours, donc on n'était pas en bord de mer. Qu'est-ce que tu faisais, non? C'est ça. Alors j'adorais venir dans la forêt parce que j'adorais faire des cabanes, me cacher, tout ça. Et je trouve que ce lien comme ça avec l'élément, moi, ça me procure la même sensation que quand je suis en mer avec le contact avec les océans. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'apaise. En fait, tu sais qu'il y a plein d'études scientifiques qui montrent que quand tu te promènes dans la forêt, ça abaisse ton stress. Et notamment, regarde, à un moment donné, il a plu un peu, et bien, ça libère les ions négatifs. C'est très bon pour la santé d'aller se promener après la pluie dans la forêt. Bon, je vais peut-être retourner à l'atelier, parce que je vais avoir une très mauvaise note sinon. ça. Bon, tout le monde a trouvé, Bénédicte? Oui, tout le monde a trouvé. Qu'est-ce que c'était comme arbre? C'était un chêne pédonculaire. Un chêne pédonculaire. Bravo. Mais je vois que vous êtes tous très forts. Ouais. Vous avez trouvé tous les arbres. Vous pouvez vous applaudir. Bah oui, bravo. Bravo. On va maintenant se diriger vers la plantation. C'est parti. Ouais. Allez, c'est parti. Alors les enfants, dans les arbres que vous allez planter, ça va être super intéressant parce qu'il y a des petits arbustes qui vont aider les papillons, d'autres qui vont aider les abeilles, d'autres qui font des petits fruits rouges pour les animaux, d'accord? Et du coup, voilà, je te présente Walter. Bonjour Mon Walter. mari. Enchanté. C'est ton mari, d'accord. Voilà. Ah, vous faites ça en famille alors? Ah oui, Le on a projet. un travail d'équipe. Oui. Ouais. Voilà, on a prévu un plan sur plusieurs années avec plus de 1500 arbres et espèces pour revégétaliser en fin de compte plusieurs secteurs. D'accord, donc l'idée c'est de retrouver les mêmes essences que celles qu'on a près de nous? Exactement. Ok. C'est une très belle forêt. Bon. Avec de jolies espèces. J'ai vu ça, oui. ouais. Et notamment les très belles couleurs avec Avec le chêne rouge. le chêne rouge là, c'est magnifique. Donc là maintenant on va passer à l'atelier plantation. Chacun va planter son petit arbre, son petit arbuste. Allez. Donc on mélange, on a dit, on mélange un petit peu la terre, le terreau. Très bien ça. Et quand on est prêt, eh bien, on va pouvoir mettre un petit peu de terre là au fond. N'hésitez pas à mettre pas mal de terre au fond du trou, les enfants. Et voilà. Je pense que c'est pas mal. Tu vois, là, c'est pas mal. Alors ce que tu peux faire, c'est un peu l'émietter, tu vois. Comme ça, vas-y, comme si tu voulais un petit peu enlever, voilà, la terre. Comme ça, on va laisser un petit peu les petites racines prendre. C'est bien là, super. Hop, parfait. Voilà. Laissez bien ressortir l'étiquette. Comme ça, vous allez mettre votre prénom. Charlie, c'est bien? T'es contente? Ok. Et bravo les enfants. Merci. La forêt vous remercie. Ben nous, Jérôme, je te propose de planter ton arbre. Chêne liège. Ah oui, j'étais jaloux. Hein. Bon, là, tu vois, on a demandé à plein d'amis sportifs de haut niveau, personnalités, de planter chacun leur arbre. Donc, tu vois, là, tu as Valérie Nicolas qui a planté un arbousier, qui est l'ancienne Handballeuse? handballeuse, Ouais. ouais, tout à fait. Un peu plus loin, Paulin Riva, champion olympique, capitaine du rugby à 7. Des nageurs aussi, Fabien Gillot. Bref, c'est super parce que c'est aussi un clin d'œil qu'ils font à la nature que de venir planter cet arbre symbolique. Et donc, pour toi, Jérôme, déjà, c'est un honneur que tu puisses planter. On a choisi un chêne liège.
D'accord, parce qu'il y a plein de symboliques autour du chêne liège, de résilience, de force, de courage, et on trouvait que ça t'allait bien. Mais c'est gentil, c'est très gentil. Tiens, apparemment tu peux utiliser la pelle. Oui, j'allais dire si tu veux. Hein, pour mélanger un peu quand même tout ça. Voilà. Bon, mais merci en tout cas de m'avoir fait cet honneur de planter ce chêne liège. Merci à toi pour tout ce que tu représente de résilience, de courage. C'était un vrai plaisir de partager ces 2 jours à tes côtés. C'était plaisir partagé. Merci d'avoir partagé un petit, pas mal de moments qui sont importants pour moi. J'ai été vraiment ravie d'échanger avec toi. Et c'est aussi ta forêt maintenant, parce que tu as ton arbre. Eh oui, enfin, je vais l'arroser régulièrement. Voilà, c'est ça. Merci à toi. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Prends soin de toi aussi. Merci, Walter. Merci à toi, merci. Je vais vous ouvrir l'œuvre. Ah ben oui, plaisir. Alors, vous pouvez découvrir. En plein cœur des Landes, au milieu de la forêt, se dresse une étrange fusée. Ah ouais, c'est incroyable. Là, si je me suis bien orienté au soleil, on est plein est en fait. C'est totalement futuriste en fait. À l'intérieur, on est encore plus dans l'univers science-fiction en fait, hein, vraiment. Cette drôle de cabane dans laquelle le visiteur peut venir dormir à la belle saison pour se reconnecter avec la nature n'est pas un logement insolite, mais une des œuvres de la forêt d'art contemporain. L'objectif de la forêt d'art contemporain, c'est faire tomber les murs du musée, rendre des œuvres accessibles gratuitement pour tous, apporter de la médiation, donc du contenu pédagogique, de montrer que l'art contemporain en fait c'est accessible pour tous, à tout âge aussi. L'escalade atypique numéro 28 fait partie de la trentaine de créations disséminées sur tout le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Ici, c'est un wagon de train bétonné sur l'ancienne voie de chemin de fer qui transportait le bois. Là, un grand tipi représentant les pins qui plient sous la pression du vent. Chaque œuvre raconte une histoire liée au territoire. On fait très attention aux endroits où on pose les œuvres, ça amène à voir ce territoire vraiment de manière différente et atypique. Et chaque œuvre a son message, chaque œuvre fait passer son récit par rapport à ce territoire. Comme ces œuvres, la forêt des Landes qui recouvre 2/3 du département a été créée par l'homme. En 1857, Napoléon III légifère pour obliger les communes à drainer les sols et à planter des pins. En quelques années, les paysages changent totalement. Et les landes rases laissent place à une immense forêt. La production de résine, appelée aussi gémage, devient alors la principale activité économique et est utilisée dans l'industrie. Voilà. Jean-Claude vient d'une famille d'anciens résiniers. Passionné, il organise régulièrement des démonstrations de gémage. Le gémage, comme on l'explique là, c'est 1850-1950. Là, ça a duré 100 ans, à tout casser. Pour moi, c'est important de voir comment se passait le gémage, toute l'activité des résiniers, des gémeurs. Donc je trouve ça passionnant de voir leurs outils, de les voir à l'œuvre. J'utilise les pots de gemme dans mon activité professionnelle maintenant, puisque je les surcycle en luminaire. Depuis 20 ans, avec son association Les Gascons de Biscarrosse, Jean-Claude a accumulé une véritable collection de pots rares pour le plus grand bonheur de Karine. Alors ici, là, ça c'est un en bois. J'ai pas le droit de les toucher, moi. J'ai fait attention. Attention, ça c'est un pot mourou. Ouais. Ah oui, les mourous, j'en ai jamais vu. Ça c'est un pot en ferraille. Oh là là, mais magnifique. Ça c'est un pot à mes plats. Oui, j'en ai. Pour moi, c'est vraiment un objet qui porte le patrimoine landais. Et je suis vraiment émue de les voir parce que j'ai beaucoup lu à leur sujet, mais je les ai jamais ni touchés, ni vus. Donc je suis très contente. Ouais. Voilà, tiens. Jean-Claude, un grand merci pour la démonstration. Mais non. C'est de la part des Gascons de Biscarrosse aussi. C'est trop gentil. Oh, mais merci.
De retour chez elle, Karine commence le nettoyage de ses pots. J'aime tous ces défauts, enfin que certains considéraient comme des défauts. Pour moi, c'est la force du pot. C'est toutes ces aspérités, parfois ces trous. Pas mal. En fait, ce qui est assez exceptionnel dans ces luminaires, dans ces pots surtout, c'est qu'il n'y en a pas un identique. Ils sont tous différents. Chaque luminaire de Karine est une création unique et raconte un bout d'histoire de cette activité disparue totalement des Landes dans les années 80. Mais depuis quelques années, certains ont décidé de la faire renaître. Là, j'applique un activant pour stimuler l'écoulement de la résine. Et donc c'est une pâte qu'on a brochetée. Et ensuite, j'installe les poches pour que la résine coule dans ce contenant. Luc est ingénieur pour une entreprise dans la santé environnementale. De juin à octobre, il exploite 18 000 pins de la forêt landaise. C'est une technique en vase clos qui va nous permettre aussi de récolter une résine beaucoup plus propre, qui sera à l'abri d'impuretés volatiles comme les aiguilles de pin par exemple ou des écorces, et aussi à l'abri de l'eau quand il pleut. Chaque pin va donner environ 3,5 kg de résine sur la saison et pourra être gémé pendant 3 à 4 ans avant qu'il ne soit coupé pour l'industrie du bois. À la fin de la récolte, la sève est conditionnée dans ces grands fûts. On va vider la résine des poches pour ensuite l'expédier en distillation. Après distillation, Luc obtient une huile essentielle de térébenthine, reconnue pour ses nombreuses vertus bénéfiques pour la santé, et de la colophane. Et voilà la colophane, partie lourde de la résine. Et sa particularité, c'est que la colophane est tactifiante. Donc on s'en sert pour faire des cols. Un produit naturel très demandé dans l'agroalimentaire, la cosmétique ou encore pour la musique. Preuve que l'or des pins landais a encore de belles perspectives. Marc? Oui, Jérôme, je suis là. Oh, quelle pièce! Une belle collection de barriques que tu as là. Ça va bien? Bienvenue, Jérôme. Content de te rencontrer. Tu es en train de remplir quelques bouteilles. Ouais, là, tu es dans notre chai d'Armagnac. C'est beau, hein? Avec tous nos millésimes et toutes nos propriétés. Ah oui, alors comment ça fonctionne, toi? Parce que toi, tu es... Alors nous, on est distillateurs et leveurs. Ok, donc toi, tu prends la matière première qui est le vin produit par les vignerons, en fait. Exactement. Qui est un vin blanc, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est un vin blanc très acide. Et puis ensuite, voilà. Alors, la distillation, c'est la transformation du verre en eau de vie qui marque la naissance de l'Armagnac. D'accord. Il y a aussi un degré minimum pour pouvoir avoir l'appellation Armagnac. Oui, 40 degrés. 40 degrés. Ouais. Voilà. Toi, tu as ton accent, hein, tu es de la région, il n'y a pas de doute. Alors nous, on est une famille de Gascons. La famille d'Arros est une famille de restaurateurs gascons. Mon grand-père avait un restaurant à Villeneuve-de-Marsan, donc à quelques kilomètres d'ici. Et c'est d'ailleurs les premières sélections d'Armagnac qui ont été faites pour le restaurant familial. Je te propose de déguster un millésime un peu mythique qui est le millésime 2000. Est-ce que, comme pour le vin, il y a des années, des millésimes qui sont meilleurs? Alors, il y a des vraies différences entre chaque millésime, qui ont tendance un petit peu à s'estomper au vieillissement, parce que l'influence du bois, de la barrique, est forte et vient un petit peu gommer l'effet millésime. D'accord. Ouh là là. Regarde cette couleur. Alors là, on est sur des arômes assez classiques d'une eau de vie de 20-25 ans. Hein. Bien sûr, côté vanillé, caramel, qu'on retrouve, qui sont des marqueurs forts du vieillissement. Ça fait penser un peu
au réglisse, non? Ah oui, oui, oui. Oui. Ça, c'est un arôme très, très traditionnel du vieillissement, hein. Ce côté un petit peu épicé, en effet, qui peut aller vers la réglisse, alors qu'il peut être des fois... Là, je suis plutôt, moi, sur la réglisse un peu sucrée. N'oublie pas, ça fait 25 ans de contact avec le tanner. Hein. Ouais. Et donc, le tanner, il amène aussi ce côté rond, sucrosité. Okay. Ouais, ouais. C'est tout l'objectif de l'élevage. Ben, merci pour ce partage. Hein. Il y en a des références. Merci bien. Allez. Les vignes, là, c'est vrai que sur l'arrière-pays landais, on a plus de culture quand même ici. Hein. Là, c'est classique du bas Armagnac avec des vignes, on voit bien la forêt un petit peu autour et quelques fermes où il y a les canards. Ouais. Est-ce que toi, tu as été amené à quitter le territoire, peut-être pour étudier ou je sais pas, travailler hein? Oui, alors j'ai travaillé en Californie, j'ai fait du vin en Californie. Ah oui. Parce que j'ai une formation d'œnologue, j'ai fait la fac d'œnologie à Toulouse. Mais je crois qu'il était évident au fond de ma tête qu'un jour je reviendrai sur ce terroir. Ouais. 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 Tu m'aides, Jérôme? Avec plaisir. Les Allées. Ouais, on arrive au restaurant Les Allées à Saint-Justin. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est le livreur. Ça va bien? Merci beaucoup. La livraison. Bonjour. Jérôme. Antoine. Bonjour Coralie. Salut, enchanté. En fait, on est vraiment au début de l'Armagnac, donc c'est les premiers villages dans le bas Armagnac, et puis il y a quelques traditions, notamment en pâtissière, dont je crois on va découvrir aujourd'hui, c'est ça? Mais j'en ai vu là, c'est ça le pastis, hein? C'est ça. Très bien. À l'Armagnac. Je ne pensais pas que c'était un gâteau, je pensais que c'était cette boisson anisée que tout le monde connaît, le pastis. Alors comment vous est venue cette idée de revisiter ce classique? À l'Armagnac, parce que pendant le confinement, on n'avait plus de rhum. Donc on avait par contre de l'Armagnac avec des gousses de vanille infusées dedans. Pastis crème, c'est le grand classique des buffets, des repas de fête ici dans la région. Bon, je t'en pique un bout. Oh, c'est un peu l'Armagnac, mais c'est tellement subtil que... J'arrive. Il était gourmand sur la première, pardon. Ouais, on sent bien, je trouve, quand même, cette petite pointe d'Armagnac. C'est plus dense qu'une brioche, en fait. Hein. Oui. Et voici le pastis 2.0. Notre dessert signature fait à base de notre pastis. Donc, en dessous, tu as notre pastis qui est rôti au beurre, pour vraiment avoir la mâche. Après, on a une crème qui est faite à base aussi de ce pastis, qu'on a fait un peu brûler au four, pour avoir ce goût vraiment de pastis. Ensuite, on a la mousse qui est faite au siphon pour apporter vraiment un côté aérien, aussi au pastis. La glace encore au pastis. Et enfin, une poudre de pastis dessus pour vraiment avoir ce côté grillé. D'accord. Et pourquoi ne pas avoir voulu mettre un peu de pastis? On s'est posé la question. C'est incroyable de l'avoir vraiment décliné sous toutes ses formes. Bon, je suis désolé, je vais être obligé de goûter. Hein. Et je crois que tu connais déjà. Ouais, mais je vais quand même vérifier qu'il est aussi bon que d'habitude. Hein. Allez, je t'en prie. Bon, hein? Ah, c'est très très bon même. Et c'est pas trop sucré, je trouve. C'est très équilibré et je trouve qu'on a vraiment les marqueurs du pastis. Et on sent plus l'Armagnac même. Je sais pas si. Oui, il y a une petite goutte en plus. Sur la glace, d'accord. dessus, ouais. Et ça marche très très bien. Bravo, très belle création. Coralie, Antoine, merci. Il va falloir qu'on vous quitte parce que. Ah bon? Tu sais qu'on a un Armagnac en fait. À la Bastille d'Armagnac est à 6 km d'ici, 5 km d'ici. Bon, restons sur le terroir alors. Merci pour votre accueil et pour l'attention. J'apprécie. Merci beaucoup. C'était délicieux. Je repasserai peut-être après la fête pour finir. Bonne journée. À bientôt. Merci, à bientôt. C'est super mignon ici, hein.
quand on arrive à la Bastide, là, c'est la Bastide d'Armagnac, c'est un village... médiéval, non? Ouais, la légende veut que la place des Vosges à Paris a été inspirée de la Bastide sur laquelle on va arriver. Des arcades qu'il y a ici? Exactement. Ah ouais. Ah, c'est la fête. Donc là, on a une fête autour de l'Armagnac. Donc c'est tous les producteurs un petit peu locaux qui viennent présenter leurs produits. Et, magnifique. Donc il s'appelle la Bastide d'Armagnac. La Bastide d'Armagnac. Ouais, en fait, ça marque la fin des vendanges et le début de la distillation. Ok. Est-ce que tu as une idée du nombre de domaines qui font de l'Armagnac Il y a 300-350 familles qui produisent de l'Armagnac en Gascogne. Oui, d'accord. Mais c'est souvent des petites structures avec quelques hectares de vignes. Mais voilà Maryse, tiens, regarde. Salut. Avec plaisir de te voir. Jérôme. Enchanté. Enchanté. Ce qui est bien, c'est qu'ici tout le monde se connaît dans le milieu de l'Armagnac. Là, on est dans vraiment le cœur de la Bastide, parce que Maryse est productrice d'Armagnac à la Bastide d'Armagnac. Ok. L'intérêt d'une manifestation comme ça, c'est de permettre aux gens de voir toute la richesse qu'on a en Armagnac, qu'ils ne soupçonnent pas, parce que pour les gens, pour la plupart des gens, l'Armagnac, c'est l'Armagnac. Il y a un produit. Moi, je suis le prototype type, oui. Voilà. Enfin, un produit, je dirais pas ça, mais je ne saurais pas faire la différence tant qu'on n'est pas assez amateur. Bon, puis après, c'est vrai que c'est une petite pépite, ce village. Donc, ah oui. Bon, j'imagine qu'il est classé, non? Il est protégé. Protégé, d'accord. Ouais, l'église est classée, mais le village est protégé. Oui, puis Maryse aussi, c'est quand même dans tous les guides, dans toutes les références, quand on parle des Landes, la Bastide d'Armagnac, c'est une place forte de... Un incontournable à visiter, ouais. Au-delà de l'Armagnac, c'est vrai. Au-delà de l'Armagnac, voilà. Ça vaut le détour. Bon, bonne fête de l'Armagnac alors. Merci beaucoup. Merci Maryse. Puis au plaisir. Merci à vous. Il y a toujours eu des bacs ici, enfin alors pas à cet emplacement, mais il y avait même des passeurs professionnels. Pour se rendre dans ces vergers, François doit traverser le petit cours d'eau qui entoure son exploitation. Autrefois cultivées par les moines bénédictins, les terres de l'île situées face à l'abbaye de Sordes sont désormais entièrement consacrées à la culture du fruit qui fait la renommée de la vallée, le kiwi. Et en ce matin d'automne, c'est le début de la récolte. On fait des prélèvements de fruits. Le but, c'est de voir à quel taux de sucre ils sont. Et avec un réfractomètre, c'est un peu comme le raisin. On met quelques gouttes de jus sur l'appareil et on lit le taux de sucre qui est aujourd'hui à 7,1 à peu près. Et donc, ils sont bons à récolter dès maintenant. On se met tous du même côté? Non. Non, on peut se mettre, oui, de toute façon, c'est vous qui dites. Le geste est rapide, mais la cueillette délicate. Car sous son aspect un peu velu, le kiwi reste un fruit fragile. Et oui, même si c'est très dur, quand on le récolte, il faut faire très attention. C'est dur comme des œufs et fragile comme des œufs en même temps. Originaire de Chine, le kiwi est arrivé en France dans les Landes à la fin des années 60. Il en existe 3 variétés. Le jaune, au goût doux et sucré. Le rouge, moins commun. Et enfin, le plus connu, le kiwi vert Hayward, au goût acidulé et qui fait la fierté du territoire. Grâce à sa terre riche en alluvions et à son climat favorable, le bassin de l'Adour est la première zone productrice de France avec un quart de la production. Les grosses plantations se sont faites dans les années 80, donc c'était la génération de nos parents. Toute ma génération s'est pratiquement installée parce que le kiwi était là, et la génération future reprend des exploitations parce qu'il y a du kiwi, et qui reste une culture vraiment rentable. Stéphane est également représentant des producteurs auprès d'une station fruitière située à quelques kilomètres.
C'est là qu'arrivent chaque jour les kiwis pendant la récolte, pour y être triés, emballés et distribués. Alors ici, on trouve la caméra optique qui permet de trier les kiwis. C'est-à-dire, elle va rejeter les kiwis qui ont un défaut. Les autres avancent, ils vont être pesés. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le précalibrage. Ils tombent sur une ligne ou une autre suivant leur poids. Seuls les fruits pesant plus de 90 grammes pourront obtenir le label rouge Kiwi de l'Adour. Ça, c'est des beaux calibres. Une fois triés, les kiwis partent alors dans ces grandes chambres froides. Le kiwi est un fruit climactérique comme la banane. Le froid bloque son début de mûrissement. S'il n'est pas vendu immédiatement, il sera stocké dans les frigos, où là, il pourra passer jusqu'à 5-6 mois. Et au fur et à mesure des ventes, en fait, les kiwis sont sortis des frigos pour commencer leur mûrissement. Les kiwis de l'Adour sont commercialisés de décembre à mai. Tiens, ça c'est pour Bayonne fête son chocolat. Alors, pour en vivre toute l'année, Stéphane et sa fille ont développé des produits dérivés comme la confiture et les jus. L'occasion pour cette commerçante de Cap-Breton de faire une petite dégustation. Bonjour. Et bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Alors, je vais vous faire déguster une infusion de kiwi. Ah oui, voilà, très bon. Ouais. Bah, ça fait 5 mois qu'on a ouvert et donc je suis toujours à la recherche de bons produits et en direct chez les producteurs. Et pour Stéphane, les vertus du kiwi ne s'arrêtent pas à son goût. Il a même créé toute une gamme de produits cosmétiques. Au départ, on jetait les pépins et sur une analyse, on s'est aperçu que l'huile de pépins de kiwi avait des très bonnes vertus pour la peau. Il est très riche en oméga 3 et 6. C'est aussi très riche en vitamine C. Vitamine E, c'est quelque chose de très complet en nutriments. Depuis 20 ans, le chef Michel Labastie, à Hortevielle, propose des plats à base de produits locaux. De novembre à février, le kiwi est donc devenu un incontournable de sa cuisine. C'est ce qui amène de la fraîcheur en fait dans les recettes. Ça va remplacer un peu le citron pour moi. C'est plus un condiment pour contrebalancer le sucré. Et ce soir, au menu, il va tester un nouveau plat. Tataki de magret et noix de Saint-Jacques, accompagnés notamment d'un chutney et pickles de kiwi de l'Adour. La marinade qu'on a mixée, le kiwi vert contient de l'actinidide qui attendrit la viande. Donc si on le laisse trop longtemps, la viande elle va se finir en purée. Maintenant, on va amener le chutney. On va mettre quelques pointes de chutney. C'est ce qui va venir relever le plat. Et dans la salle, les clients semblent plutôt ravis. C'est surprenant, c'est un équilibre parfait. Une pointe d'acidité avec le kiwi, c'est vraiment excellent. On ne mange pas forcément beaucoup de kiwi dans des plats, et notamment dans une entrée, ça marche vraiment très bien. Le kiwi vient tout juste d'être reconnu super fruit par l'Union européenne. Salut! Vous allez bien? Ça va. Je souffre pour vous et du vent et du froid et des conditions. Ça va Cédric? Ouais, ça va bien. Bonjour. Bonjour. Jérôme? Céline, enchantée. Salut Céline. En fait, si je comprends bien le surf en tandem, le principe c'est un peu comme du patinage artistique ou les portées qu'on peut voir au cirque tout en surfant. Exactement, ouais. C'est tout à fait ça, c'est un peu un mix de patinage, d'accro, yoga, d'accro-gym, ça mêle un peu toutes ces disciplines au final. C'est né quand et où ça? Normalement les premiers qui en ont fait c'était à Hawaï, en plus ils avaient des super vagues là-bas, ils étaient en short, eau chaude,
Ouais, je suis un peu déçu aujourd'hui parce qu'on n'a pas réussi à caler ce qu'on arrivait normalement et facilement à faire. Les conditions, c'est pas toi qui les décides. Hein. Mais la dernière fois, on avait eu de trop bonnes vagues quand on était allé surfer là, ce penon là, juste à côté. Ouais. Il y avait quoi? Il y avait peut-être 2 mètres de vagues avec du vent d'est. D'accord. Donc quand tu as vent d'est, c'est tout plat, du coup nous on est hyper stable, on arrive à porter vraiment facilement. Du coup on avait des vagues super longues et on avait le temps de faire tous ces portées et bien se positionner. Du coup Jérôme, si tu veux, on peut te montrer un petit peu 2-3 portées. Je suis bien curieux, oui, de voir ça en effet. Et après, si tu veux, tu pourras essayer. Bah, je vais essayer. Parce que si vous n'y arrivez pas, je vais vous montrer, il n'y a pas de problème. Ouais, ça c'est cool. Hop. Ouais. Quand tu es là, tu peux passer debout. D'accord, et le centre de gravité là, il n'est pas le même. Hein. Voilà. Oh la vache, là. Oh, génial. Et là, il faut la tenir un petit peu. Là, ça commence à faire haut là. Hein. Ah là là, c'est beau. Et là, on va t'en montrer un petit porté un petit peu plus compliqué. Il commence à y avoir du vent. Mais vous faites pas mal, hein. Il n'y a pas d'eau ici, hein. Oh là là. Ah ouais. Et là, je vais la faire tourner. Et là, t'es sur le surf normalement, hein. Ouais. Oh là 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 là. Et là, comme ça, elle tient. C'est impressionnant. Bravo. Ouais, c'est une vraie complicité, chacun a sa spécificité. Il y a la force et l'équilibre des deux côtés, mais il y a aussi quand même une certaine technique. Il faut avoir de la confiance. Ouais. Moi, j'ai confiance en elle. Est-ce que tu as confiance en moi? Elle n'a pas dit oui encore, hein, ça elle a pas dit oui. Je pense qu'elle ne le ferait pas. Ça caille, hein. Est-ce qu'on n'irait pas se boire un café, Jérôme? Surtout pour vous, parce que moi, ça va, je suis bien couvert, mais je suis pas humide. Hein. Allez, on y va vite. Ouais, n'attrapez pas froid. Bon, ça te réchauffe ce petit café? Ouais, il fait plaisir, ça y est, j'ai récupéré mes doigts. Pas encore les pieds, mais les doigts, c'est bon. Comment tu qualifierais la vie ici, sur ce littoral landais? De douce. Ouais. De douce et de belle. La vie à la landaise, c'est ça, c'est aller chercher des champignons, se balader sous les pins. Les gens sont sympas. On est bien, quoi. On est bien, on a de la chance. On est vraiment chanceux. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est ta voiture. T'as reconnu la planche de surf? Bah, un prof de surf sans planche. C'est quoi ça? Ah, la débroussailleuse. Ouais. Ouais, bah en fait, là, t'as la combi de surf, tu vois, et le paradoxe, c'est que t'as la débroussailleuse, t'as la tronçonneuse qui est derrière. Comment ça se fait? Il y a le panier à champignons aussi. En fait, j'ai une double activité, je suis pas que prof de surf, je suis aussi agriculteur. Ah, tu m'avais pas raconté ça? Ouais, j'ai créé un petit projet agroforestier à Orx, là, juste à côté. Ouais. Et je peux t'emmener voir si tu veux. Et on avait prévu un petit truc pour cet après-midi. D'accord, allez. Allez, go. Tu t'es lancé dans l'agroforesterie, tu me disais il y a quelques temps. Et comment tu t'es retrouvé à faire la bascule? Mais écoute, en fait, j'ai passé des années à courir après l'adrénaline, après des grosses vagues à droite et à gauche. J'avais besoin d'un projet, tu vois, qui m'ancre un petit peu. Et j'ai toujours eu un peu le pied dans la terre, puisque mes arrière-grands-parents et mes grands-parents avaient des terres dans le Lot-et-Garonne. Et voilà, ce projet est arrivé. On m'a proposé une terre qui était à vendre. Et j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, c'était il y a 5 ans. Alors, comment tu as appris ce métier? J'ai fait pas mal d'essais. J'ai regardé beaucoup aussi sur Internet. Il y a beaucoup de contenu aussi avec YouTube. Ouais. J'ai beaucoup bouquiné. J'ai acheté de nombreux ouvrages et ça m'a permis derrière, voilà, avec les essais, de me former petit à petit. Et, mais après, tu te formes toute ta vie. Hein. C'est l'apprentissage d'une vie, c'est ouais, vrai. C'est exactement. Mais c'est hyper intéressant. Le vivant, c'est génial. Des fleurs. Des citrouilles, ouais, des légumes de saison. Eh bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Comment est-ce qu'ils vont aujourd'hui? Vous allez bien? Oui. Vous êtes déjà venu ici? Oui, c'est la troisième fois. Ah ouais. D'accord, vous êtes des habitués alors? Oui. Au niveau de l'EHPAD, on fait une activité depuis 3 ans autour du jardin, donc en hortithérapie.
Et c'est dans ce cadre-là que Cédric nous a contactés. Oh là 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 là. Ouais, des châtaignes. Voilà. Est-ce que ce serait de la crème de marron? Merci. Trop cool, merci beaucoup. Ah, c'est vous qui l'avez faite? Oui, c'est nous. Fabrication maison EHPAD Les Magnolias. Bah super. Ouais, ça c'est cool. Et la dernière fois j'ai eu de la bonne confiture aussi, tu vois. Donc c'est sympa, elles repartent à chaque fois avec quelque chose, mais elles me ramènent quelque chose. C'est top. C'est de la chance. Hein. Et donc aujourd'hui, normalement, on va ramasser des butternuts, on va faire du bouturage et on va ramasser des plantes médicinales. Puis on a des jeunes qui vont venir nous aider aussi, donc ça va être cool. C'est quoi votre prénom? Alix, venez avec moi. Allez, on y va. On va à la cueillette. C'est beau, hein? Avec les fleurs, là. Alors, dès que vous en voyez une, vous me dites, hein? On plonge, hein? Ah, il y en a une devant vous, là. On s'est fait doubler, mais on va pas se laisser faire, hein? Regardez, c'est beau, hein? Alors, les pays du rugby. Ah oui. Hop! Ah, regardez-moi ça. C'est beau, hein? Nathan, t'es prêt? Hop là! Ouais, c'était parfait ça! Tu fais sa toilette, hein? Ah oui, vous avez raison. Emma, hop! Et hop! Dis donc! Eh ben, mon Dieu! Alors, on en est où? Oh là, il y a déjà 2 brouettes de plaine, là. Il y a de quoi faire un bon potage avec ça, hein? Un petit velouté, là. Bon, c'est chouette d'avoir l'occasion de temps en temps de recevoir du public comme ça. Tu reçois des gens là de l'EHPAD en l'occurrence. Tu reçois quel type de population? Des écoles, pas mal d'écoles, mais aussi des gens en woofing. Ah oui, d'accord. Pas mal de woofing. Des jeunes qui viennent travailler dans les fermes notamment pour pouvoir bénéficier du logis, du repas, tout ça. Ouais, et puis c'est souvent des gens qui ont envie aussi de tester un petit projet agricole, qui ont des envies de monter quelque chose comme ça. Et au moins ils viennent s'essayer, ils viennent faire les essais avec moi. Et au moins ils peuvent voir si ça leur plaît, les difficultés, les points positifs, négatifs. Donc c'est, on va dire, c'est un petit peu un lieu pour se former. Finalement, toi qui aimes apprendre aux autres, par exemple à nager ou à surfer, là, on t'a appris à faire ça, tu as besoin de retransmettre en fait, de partager ça toi. Ouais, la transmission, je pense que c'est hyper important et ça se perd beaucoup aujourd'hui. Mais c'est tout à ton honneur d'avoir cette générosité, d'aller au-devant des autres comme ça pour partager. Je trouve ça chouette. Merci, bravo. C'est cool. Bon, allez, il y a du butternut qui nous attend. Allez, il y en a pas mal. Hey, coucou Jérôme! Ça va Alice? Et toi? Ouais, super! Bon, tu voulais absolument que je revienne profiter de ce coucher de soleil? C'est magnifique, non? Ouais, c'est une super idée. Avant de partir, dis-moi, comment tu as trouvé cette semaine dans les Landes? La première chose qui est marquante ici, c'est cette nature exceptionnelle. Que ce soit l'océan, ces dunes, cette forêt. Franchement, c'est extraordinaire. Où qu'on soit, on a la nature à sa porte. Il suffit de faire très peu de kilomètres pour se retrouver totalement en pleine nature, dans un environnement très ressourçant. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait partager, comme tu l'as fait d'ailleurs, ta passion pour ton territoire, ton amour de ce lieu. Je suis quelqu'un qui est très proche de la nature et j'ai été très touché aussi par votre relation à celle-ci, parce que vous l'aimez, c'est un terrain de jeu pour vous et en même temps, vous la protégez, vous en prenez soin, vous la chérissez. Et ça, c'est précieux. Donc ouais, je repars avec plein de belles images, plein de belles rencontres. Reposé. Et donc je remercie tous celles et ceux qui m'ont accompagné, Alice avec sa famille, un grand merci à Cédric, à Marc, et puis un merci spécial à Stéphanie qui m'a beaucoup touché par son parcours, par sa résilience, par sa volonté et son plaisir de mettre en avant aussi ce territoire. Voilà. Merci à vous d'avoir été à mes côtés. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission sur France.tv ou suivre les coulisses de nos tournages sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bye bye.